Que se passe-t-il quand la politique rencontre la puissance de la génération Z ? D'abord sont venues les interdictions sur les réseaux sociaux, puis des semaines de manifestations violentes. Ensuite, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour transformer leur pays. Tout cela grâce à une application de réseau social. C'est l'une des histoires politiques les plus folles récemment, et peut-être le début d'une révolution génération Z. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous montrons comment la politique d'un pays a été bouleversée via Discord. Le Népal est l'un des plus petits pays d'Asie, mais il est aussi l'un des plus importants sur le plan géographique et l'un des plus troublés. Situé dans les montagnes de l'Himalaya, coincé entre l'Inde et la Chine, il a été gouverné par une monarchie hindoue pendant des générations. Toutefois, la croissance de la population chinoise et l'implication accrue du gouvernement chinois au Népal ont provoqué des troubles, menaçant la stabilité et l'avenir du pays. En somme, ce chaos était prévisible depuis longtemps. La première grande crise a eu lieu en 2001. Le prince héritier Dipendra a commis une fusillade au palais royal, tuant le roi et la reine, ainsi que 7 autres membres de la famille. Dipendra est devenu héritier et nouveau roi du Népal, mais il était dans le coma après une balle dans le cerveau. Il était mort 3 jours après et son frère l'a remplacé. Cela a été vu comme un soutien aux révolutionnaires maoïstes en guerre, menant au déclin de la monarchie. Mais elle ne partirait pas facilement. L'actuel roi Gyanendra, qui a remplacé son frère meurtrier, a tenté de destituer le congrès népalais en 2005 et a rétabli une monarchie absolue. Mais cela ne durerait pas. 1 an plus tard, de grandes manifestations ont poussé le roi à céder du pouvoir. Cela s'expliquait surtout par une trêve entre manifestants pro-démocratie et révolutionnaires maoïstes, formant un front uni contre la monarchie. La monarchie a été renversée en 2008 et le pays est passé à la démocratie. Mais le nouveau gouvernement a vite été critiqué pour son autoritarisme. Il a aussi combattu l'influence étrangère et le mécontentement interne croissant. Et tout allait exploser en 2025. En février 2025, lors de la commémoration de la révolution de 1951, l'ancien roi a diffusé une vidéo condamnant le gouvernement communiste actuel. Même sans appeler à restaurer la monarchie, le discours a été vu comme un point de ralliement pour les monarchistes, face à l'impopularité du gouvernement actuel due à la corruption et à la crise économique. Le gouvernement a vite sévi, interdisant les grandes manifestations et les grèves de la faim. Mais quand un groupe pro-monarchiste s'est rassemblé à Katmandou, la police a réagi fermement. 2 personnes ont été tuées et 45 autres blessées. L'ancien roi a été tenu pour responsable des troubles, et le gouvernement prévoyait de saisir son passeport. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'un petit avant-goût de ce qui allait arriver. La répression de la dissidence au Népal s'est intensifiée après les manifestations monarchistes, culminant en septembre 2025. Ces dernières années, le gouvernement a instauré de nouveaux impôts, dont un en 2022 ciblant les réseaux sociaux et services numériques, et une taxe sur la valeur ajoutée pour les fournisseurs étrangers de services électroniques. Toutes ces plateformes devraient immédiatement s'enregistrer auprès du ministère de la Communication et de la Technologie de l'Information. Cependant, beaucoup de grandes plateformes ont refusé de s'y conformer. Et tout d'un coup, les réseaux sociaux au Népal se sont éteints. Facebook, X, YouTube, Reddit, Snapchat et même LinkedIn et Signal sont désormais inaccessibles. En apparence, le gouvernement exécutait ces menaces pour forcer ces entreprises à payer. D'autres ont affirmé que ce n'était qu'un prétexte. Les réseaux sociaux ont été essentiels pour organiser les manifestations en faveur de la monarchie. Mais l'actualité au Népal était dominée par des accusations récentes de népotisme dans le gouvernement du Premier ministre K.P. Sharma Oli. Dirigeant de longue date du Parti communiste au Népal, il en était à son 3e mandat comme Premier ministre et était jugé déconnecté et autoritaire. Ce qui allait suivre serait l'une des périodes les plus folles et violentes de l'histoire du Népal. Le gouvernement s'est trompé en pensant calmer les tensions en fermant les réseaux sociaux. Les tensions montaient rapidement à cause des inégalités de revenus au Népal, avec un citoyen moyen gagnant l'équivalent de 1400 par an. Cela s'accompagnait d'une forte rancœur, l'élite dirigeante affichant sa richesse, à l'opposé de ce que prône un gouvernement communiste. Le Népal a une population jeune, âge médian 25 ans. Les jeunes de la génération Z étaient là classés d'un avenir sans espoir, et leur isolement du monde l'a été la goutte d'eau de trop. Le Népal est difficile à vivre, car il est surtout rural.
Les réseaux sociaux sont extrêmement populaires, et beaucoup de gens en dépendent pour leur travail. Donc couper les réseaux sociaux ne rendait pas seulement les jeunes en colère, cela les rendait furieux, sans absolument rien à perdre. Le chômage élevé et la migration massive poussaient ceux restés au pays à vouloir le défendre. Beaucoup ont donc cherché à coordonner une réponse plus large, qu'ils ont trouvée en ligne. Certains réseaux sociaux, comme Discord et Instagram, sont restés en ligne. Ils sont vite devenus des lieux de rassemblement pour la rébellion. Comme toute personne ayant déjà essayé d'expliquer à ses grands-parents comment créer un compte le sait, la génération plus âgée n'est généralement pas très douée avec les réseaux sociaux. Cela a offert aux rebelles de la génération Z un angle mort impressionnant pour élaborer leurs plans sophistiqués, sans être détectés par les autorités gouvernementales. Mais à mesure que les détails apparaissaient, il était clair que ce n'était pas juste un petit mouvement populaire. Des milliers de Népalais se sont réunis sur Discord, malgré la vulnérabilité des salons aux trolls extérieurs. Mais quand la rébellion est entrée dans le monde réel, tout a pris une tournure spectaculaire. La première grande manifestation a eu lieu le 8 septembre à Katmandou, près du Parlement fédéral. Des dizaines de milliers de militants ont surpris le gouvernement par leur ferveur. Officiellement, cela a été organisé par Ami Népal, une organisation caritative axée sur l'aide aux victimes de tremblements de terre. Les choses ont dégénéré lorsqu'un militant a lancé une pierre sur une caméra de télévision, provoquant une réaction sévère du gouvernement. Alors que les manifestants s'étaient battus, ils ont répondu par la violence et tout a dégénéré. Furieux des attaques contre leurs camarades, les manifestants ont pris d'assaut le Parlement. Les forces de sécurité ont utilisé gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et munitions réelles. Un couvre-feu a été instauré sans calmer les foules en colère. Après la dissipation de la fumée, plus de 50 morts et environ 350 blessés ont été recensés. La colère était telle que le gouvernement a dû faire des concessions, notamment en levant l'interdiction sur certaines plateformes de réseaux sociaux. Mais une fois qu'une flamme est allumée, elle ne s'éteint pas facilement. Le ministre de l'Intérieur avait démissionné la veille. Lorsque le Premier ministre Sharma Ali a compris l'ampleur de la rébellion, il a aussi démissionné après avoir demandé à ses ministres de tenir bon. Au lever du jour suivant, il s'est enfui dans une caserne et a tenté de traverser la crise. À ce stade, le mouvement de protestation était autonome. Les rebelles voulaient plus qu'un nouveau dirigeant. Ils exigeaient un changement total. Au Népal, les principales institutions gouvernementales, dont la Cour suprême et le siège du Parti communiste, ont été prises pour cible. La veille, la violence était surtout le fait du gouvernement. Mais le 9 septembre, les manifestants ont réagi. Ils ont attaqué et incendié non seulement les bâtiments, mais aussi les résidences des responsables gouvernementaux. Le principal bâtiment du Parlement s'est également retrouvé en flammes, et l'armée, qui avait commencé la journée en cherchant à rétablir l'ordre, s'est retrouvée à devoir faciliter l'évacuation des hauts responsables. Alors que les manifestants arrivaient à l'aéroport pour bloquer les évacuations, l'armée a pris le contrôle et immobilisé les avions. Et aucun endroit ne semblait sûr. Même le tout nouvel hôtel Hilton à Katmandou, considéré comme un symbole de l'élite, a été incendié. L'ancien ordre au Népal était clairement terminé. La seule question était, qu'est-ce qui allait le remplacer ? La colère grandissait, faisant des manifestations une révolution naissante. Les manifestants ont visé les domiciles de politiciens en vue et parfois leurs familles. Des incendies majeurs ont éclaté, causant plusieurs morts, mais l'identité des victimes reste inconnue. Le ministre des Finances a été dépouillé de ses vêtements et poursuivi jusqu'à une rivière, la bataille prêt à changer d'environnement. Le gouvernement avait emprisonné de nombreuses personnes pour des délits politiques et les manifestants voulaient les libérer. Dans le chaos, certains prisonniers ont été attaqués ou brûlés, d'autres se sont échappés. Le gouvernement a tenté de réprimer les manifestations, mais il a été en grande partie inefficace. Plus de policiers que de prisonniers ont été tués ce jour-là. Les monarchistes ont tenté de profiter du chaos, mais il était probable qu'en ressorte quelque chose de nouveau. Mais d'abord, un ancien membre allait tenter de prendre le contrôle. Le soir du 9 septembre, l'armée a annoncé qu'elle prendrait désormais le contrôle de la situation et rétablirait l'ordre et la loi. L'armée elle était vue comme médiatrice neutre depuis que le gouvernement avait perdu le contrôle. Le chef d'état-major Ashok Raj Sigdel a tenté d'entamer un dialogue avec les groupes rebelles. Le 10 septembre au matin, la présence de l'armée dans les rues rassurait certains, mais inquiétait d'autres. L'armée s'est concentrée sur la répression des pires agitateurs, a saisi des armes et a, dans l'ensemble, permis aux manifestants de faire entendre leur voix. Alors que des manifestants continuèrent des actions violentes contre les bâtiments gouvernementaux, le rythme ralentissait. Des manifestants,
on commençait à nettoyer les dégâts, tandis qu'en coulisses, un événement remarquable se produisait. Les révolutions passées étaient bien plus simples, ciblant souvent un monarque sans comptes à rendre. Elles ont souvent un chef rebelle prêt à prendre le pouvoir, qui, comme lors des révolutions russes et françaises, devenait fréquemment dictateur. Le but est de changer de gouvernement, mais ce n'était pas le cas au Népal. Les manifestations étaient menées par de jeunes citoyens, sans expérience ni volonté de gérer le pays. Mais le sort du pays était maintenant entre leurs mains. Les manifestations étaient devenues incontrôlables et avaient perdu leur but initial. La colère liée à l'inégalité a vite attiré des factions marxistes radicales. Certains étaient très proches de la Chine, d'autres pro-monarchistes, voulant imposer leur vision du gouvernement. Les organisateurs se sont dissociés de la violence, qui a ensuite diminué. Aucune autre manifestation n'était prévue après le 10e jour. Il était temps de décider de la suite. Bien que le gouvernement ait démissionné, il n'y avait pas eu d'élection pour les destituer ou les remplacer. L'armée, chargée de rétablir l'ordre dans les rues, avait insisté qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État, ce qui semblait fonctionner. Les manifestants n'ont affronté l'armée que lors de rares incidents, car ils ne la voyaient pas comme le bras du gouvernement oppressif. Pour instaurer un nouveau gouvernement, ils sont revenus à leur point de départ. La plupart des manifestations étaient organisées via Discord, l'un des rares réseaux sociaux encore accessibles, combinant forums interactifs et appels gratuits en ligne. Il permet aux utilisateurs de créer un serveur Discord privé accessible uniquement sur invitation, pour discuter de plans personnels, de stratégies de jeux vidéo, ou de tout autre sujet, même des révolutions. Les serveurs Discord privés népalais, créés au début de la crise, ont permis de s'organiser discrètement, et sont désormais essentiels pour choisir le nouveau gouvernement. Discord compte plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels, dont 90% jouent à des jeux vidéo, mais les 10% restants restent très influents. C'est l'une des plateformes préférées de la génération Z, qui privilégie la confidentialité face à Facebook et X. Le serveur Discord principal des manifestations aurait réuni plus de 100 000 membres, permettant de suivre le chaos en direct. Certaines personnes ont alors affirmé que ce serveur Discord était devenu le Parlement du Népal, avec une tâche quasi impossible à accomplir. Bien que le serveur soit rempli de jeunes activistes, il avait une direction centrale, sous la forme du groupe caritatif Ami Népal. Ils avaient négocié intensivement avec le gouvernement, et maîtrisé l'art d'équilibrer le choix d'une nouvelle direction. Un premier ministre intérimaire doit convenir aux activistes des manifestations, aux rebelles radicaux impliqués, et à l'armée. Si un proche de l'ancien régime est choisi, les rebelles pourraient attaquer. Si un radical prend le pouvoir, l'armée pourrait faire un coup d'État. Aucun changement pour le pays, il était temps de voter. Ce qui surprend le plus dans cet événement, ce n'est pas seulement que l'élection ait eu lieu sur Discord, mais aussi que l'armée l'ait approuvée. La direction de l'armée aurait rencontré les organisateurs du Discord pour solliciter leur aide dans le choix d'un dirigeant intérimaire. Ainsi débutèrent des jours de débats passionnés, où presque tous étaient pris en compte. Ils comprenaient des personnes impliquées dans l'infrastructure du pays, comme l'ancien chef de l'électricité Kulmungi Singh, et même la star du cricket Saigar Dakal. Il était difficile de maintenir le Discord sur le sujet. Pendant le débat, le Discord a accueilli 45 000 nouveaux membres, mais tous n'étaient pas venus pour choisir le gouvernement. Beaucoup d'étrangers voulaient soit observer la crise mondiale, soit troller et semer le trouble. Malgré tout, le conclave virtuel a continué, chacun attendant de voir qui dirigerait le Népal vers l'avenir. Et étonnamment, c'était une figure familière. Au soulagement de beaucoup qui craignaient un nouveau gouvernement radical et révolutionnaire au Népal, le groupe s'est mis d'accord sur une figure acceptable pour toutes les parties. Sochila Karki. Elle fut juge en chef de la Cour suprême de 2016 à 2017, après une longue carrière en politique népalaise. Elle a participé au mouvement populaire de 1990 pour renverser un gouvernement oppressif et a été emprisonnée pour ses actions. Des années plus tard, Karki a presque été destituée pour avoir défié le gouvernement depuis la cour. Karki est aussi la première femme à diriger le Népal. À 73 ans, elle sera sans doute une première ministre de transition, privilégiant la stabilité du pays à la consolidation de son pouvoir. La discorde sur Karki devint officielle le 11 septembre 2025 au matin. Le président, le chef de l'armée
et plusieurs représentants des manifestants se sont réunis au quartier général de l'armée et ont désigné Karki comme leur choix. On craignait que la branche maoïste du Parti communiste impose un candidat, mais elle a accepté le choix et appelé ses partisans à agir dans le cadre démocratique. Le lendemain, Karki devait être investi, mais le président a dissous le Parlement, plongeant le gouvernement népalais dans l'incertitude. Et l'avenir est incertain pour le Népal et partout ailleurs. Même si le nouveau gouvernement a été choisi de façon plus ou moins démocratique, ce n'était pas une élection formelle. Le nouveau gouvernement voulait préciser qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État ou d'une révolution, du genre que le pays avait connu à de nombreuses reprises par le passé. Le gouvernement de Karki serait intérimaire et de nouvelles élections parlementaires auraient lieu le 5 mars 2026 pas sur Discord. Cela visait à rassurer ceux qui jugeaient l'avenir du Népal incertain, et bientôt le bilan de la rébellion fut évident. Après dissipation de la fumée, on a compté 72 morts connus, dont au moins 21 manifestants, 9 prisonniers, 3 policiers et 18 non identifiés. Certains d'entre eux étaient probablement des politiciens. Encore plus choquant, plus de 1300 personnes ont été blessées lors du conflit. Après les manifestations, le couvre-feu à Katmandou a été levé. Le Premier ministre Karki a visité les manifestants blessés à l'hôpital et lancé le processus de compensation. Il semblait qu'un nouveau calme s'installait au Népal, dans ce qui était, par comparaison historique, une révolution avec très peu de victimes. Mais cela pourrait-il être le début d'une nouvelle tendance massive ? Plusieurs éléments de ce bouleversement ont attiré l'attention du monde. C'était la première révolution depuis longtemps menée uniquement par des jeunes, et la seule organisée sur les réseaux sociaux. Alors que les tensions mondiales augmentent, beaucoup ont commencé à se demander si cela allait déclencher une nouvelle vague de révolution. En un mot, non. Le Népal avait plusieurs caractéristiques, qui rendaient une révolution de ce type bien plus probable. La scène politique était très instable, avec de nombreux coups d'État et révolutions ces dernières décennies. C'est aussi un pays bien plus petit que la plupart des grandes puissances du monde. Sa population pouvait aisément aller dans la capitale pour exprimer clairement son mécontentement. Cela a permis aux manifestants de submerger l'armée et de rendre leurs revendications plus raisonnables. L'opposition avait un message clair, à bas la corruption et l'oppression. Et pour le dire légèrement, ce n'est le cas nulle part ailleurs. La plupart des mouvements de protestation sont moins unifiés qu'au Népal, mais partout d'Icht, il existe des raisons d'espérer une nouvelle ère. C'était la première révolution retransmise en direct sur les réseaux sociaux, où des militants partageaient tactiques et vidéos des protestations en temps réel. Cela a montré que les réseaux sociaux sont un outil parmi d'autres, parfois inestimable en crise. Un sujet capable d'unir à nouveau les gens pourrait être les réseaux sociaux, car peu de choses rassemblent autant que la perte de leur connexion. Il est trop tôt pour connaître l'histoire finale de la révolution des réseaux sociaux au Népal. Le gouvernement est actuellement dirigé par une figure de confiance, mais les élections de mars pourraient amener une voie plus radicale ou un retour des traditionalistes. Mais une chose est claire, armée seulement des réseaux sociaux et d'une passion pour le changement, la jeunesse du Népal a parlé d'une seule voix et a renversé un gouvernement. Des millions de jeunes dans le monde les regardent et pensent, ils ont de bonnes idées. Pour saisir la violence des révolutions, regardez. Vous devez comprendre la Révolution française. L'histoire se répète. Ou cliquez sur cette vidéo.